Bonjour Pascal. Salut Philippe. Donc, conte-moi un petit peu comment est-ce que tu as découvert le billard, puis à quel âge que tu as commencé à jouer? Ben moi, là où ça a commencé, c'est beaucoup à Sainte-Julie, là où j'ai grandi. Ils ont ouvert à un moment donné une salle communautaire OK. où il y avait beaucoup de choses. Il y avait des jeux vidéo, du ping-pong, ce genre de choses-là. Puis moi, tout de suite, ce qui m'a intéressé, c'était le billard. Il y avait deux tables de billard. C'est là les premières fois où est-ce que j'ai pu connaître le jeu. Puis également, il y avait un monsieur sur place qui venait à chaque semaine et qui jouait avec nous. Donc, c'est un peu lui qui a été celui qui m'a un peu montré les rudiments au départ et tout ça. Donc, c'est là que tout a commencé pour moi OK. de découvrir le billard. Puis par la suite, ben là, c'est ça, avec au cégep aussi, j'ai eu l'opportunité d'avoir il y avait des tables aussi où est-ce qu'on jouait entre les cours. Fait que À Sainte-Julie, tu avais quel âge, excuse? Quand une tu as dizaine commencé? d'années, en fait, OK, OK, c'était quand 10-12 ans, même assez mettons. jeune. Là. Ouais, ouais, c'est assez jeune, c'est ça. C'était vraiment comme une petite salle communautaire là, qui OK, ouvrait la fin de semaine et tout ça pour les jeunes. Donc, OK. non, c'est ça. C'est là que le goût du billard a commencé. Et par la suite, ben, pendant mon université, ben, là, j'ai travaillé dans une salle de billard. Donc, j'ai eu l'opportunité de jouer beaucoup. J'avais le billard, évidemment, qui était gratuit et tout. Puis avec des joueurs d'expérience. Donc, c'est là aussi là, que de plus en plus ma passion pour le jeu a augmenté. Tu es devenu meilleur en jouant avec des joueurs plus expérimentés. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de côtoyer des bons joueurs. Puis à force de jouer avec eux, ben là, tu les observes, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, puis là, tu t'améliores. Parce que ça, c'était avant, Ouais, évidemment, avant les réseaux sociaux et tout ça. Là. Maintenant c'est facile de trouver des vidéos avec plein ouais, ouais, de ouais, ouais. façons de s'entraîner, de progresser. Mais à l'époque, c'était OK, ouais. moins commun. Ouais, c'est ça. Ben ouais, ouais. Est-ce que justement, pendant toutes ces années-là, tu as-tu quelqu'un qui était comme un peu plus un mentor, quelqu'un qui était vraiment. Ben, dans le fond, il y aurait eu le monsieur que j'ai rencontré au tout départ dans la salle communautaire. Là, c'est ça, lui, il aimait ça jouer des matchs. On jouait au jeu du 8, tout ça. Puis là, il m'a expliqué les règlements et tout ça. Mais vraiment, je dirais, le premier mentor que j'ai eu, c'est quand justement j'ai commencé à jouer à la salle de billard qui était au Diable. À l'époque, ça s'appelait au Diable dans le Vieux-Longueuil, la salle où est-ce que j'ai travaillé. Là, j'avais un monsieur qui lui aussi travaillait à la salle, qui lui était un excellent, excellent joueur. Donc, lui, je dirais que c'était pas mal lui, mon mentor, qui m'a aidé là, à apprendre toutes les facettes du jeu et tout ça, là, le plus en détail, là, vraiment le contrôle de la blanche, puis le défensif, tout ça. Donc, ça a été lui, vraiment, je dirais, mon premier vrai mentor là, que j'ai eu la chance de côtoyer. Vraiment. OK, génial. Puis là, est-ce que là, au travers de tout ça, ce parcours-là, j'imagine que tu faisais peut-être des. Est-ce que tu faisais des tournois, des. Ouais, au fur et à mesure, ben, moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à être vraiment intéressé par le billard. Fait que je jouais dans différentes salles, puis j'ai commencé à faire des tournois, effectivement. Il y avait un autre système, avant la CPA, il y avait un autre système de classification avec la fédération qui permettait de jouer des tournois. Puis là, donc, j'ai commencé à jouer la fin de semaine, des compétitions, puis à OK. progresser graduellement en jouant dans ce À système-là. monter les niveaux, dans le fond. Là, Ouais, puis, exactement. Et c'est ça, à partir du moment où j'ai remporté mon premier gros tournoi, ben là, c'est sûr que la la piqûre piqûre. était vraiment là pour la compétition. J'ai toujours Ouais. préféré, j'ai beaucoup, toujours adoré les tournois. Là. Donc, OK. c'est ce qui m'a amené aussi éventuellement, en étant opérateur de ligue, à dire qu'est-ce que je veux offrir à mes joueurs. Qu'est-ce que moi, en titre de joueur, j'aurais aimé avoir. Donc, Ouais, c'est ça ouais, ouais, ouais. l'objectif. Ça fait qu'important d'avoir eu ce background-là comme joueur, dans le fond, pour. Comprendre, ouais, c'est ça, comprendre c'est quoi la dynamique, qu'est-ce que les joueurs aiment, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, puis le petit côté compétition aussi, là, de le comprendre aussi, c'est toujours le fun de les voir en compétition, en équipe et tout ça. Ton plus grand accomplissement, peut-être, en tant que joueur de pool? C'est d'avoir progressé au point d'obtenir le titre semi-professionnel. C'était un peu OK. mon objectif pendant un bout de temps. C'est sûr qu'avec la vie, tout ça, la vie de famille et tout, le travail, à un moment donné, on a moins de temps pour le billard, mais il y a eu une année vraiment où je me suis consacré un petit peu plus, mis un peu plus de temps dans les tournois, puis ça m'a permis de justement atteindre le niveau semi-professionnel en remportant un gros tournoi, donc un des plus gros qui était là à l'époque, puis en terminant deuxième dans un autre, puis en tout cas, c'est là que là, j'ai fait un peu j'ai atteint le statut semi-professionnel, donc Wow. non, j'étais très fier de ce côté-là. Puis Oh, ouais. également de Oh, m'être ouais. classé aussi avec la CPA, on envoie des joueurs à chaque année au US Amateur, en fait, qui est OK. un championnat qui joue habituellement en Floride. Puis d'avoir pu me qualifier puis aller jouer ce tournoi-là, jouer avec les meilleurs joueurs en Amérique du Nord, ça aussi, ça a été Wow. une Ouais, belle ça doit être. expérience. Ouais, hein? Aller jouer Wow. en Floride.
OK, puis parce que là, je pense que t'as parlé de quelque chose d'important, je pense. Ça. Fait que là, tu t'étais rendu semi-pro. J'imagine un niveau quand même, on s'entend, là, quelqu'un comme moi qui joue pas, je Ouais. m'essaierais même pas à jouer contre toi. Mais justement, quelqu'un qui veut faire ça, devenir professionnel là-dedans et tout, c'est énormément de temps, c'est Ouais. énormément de sacrifices, j'imagine. Ouais. Bon, Ben, c'est comme n'importe quelle discipline, hein. Le billard, c'est toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à maîtriser, peu importe n'importe quel sport, n'importe quelle discipline. ouais, Quand on parle des Olympiques, ce genre de choses-là, toutes les disciplines sportives, le billard ressemble aussi à ça dans le sens que je pense pas que c'est jamais arrivé que quelqu'un atteigne le calibre professionnel en moins d'une dizaine d'années de travail. ouais, c'est ça. Il faut vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à contrôler, devenir aussi confortable en compétition, gérer même l'aspect être en compétition avec un adversaire. Le Le stress. stress, c'est ça et tout. Il faut aussi, avant d'être confortable dans un tournoi, il faut que tu sois. Faut que tu crois que tu es à ta place aussi. Fait que, veux pas, il y a comme OK, ouais. il y a une progression. Au début, tu es comme intimidé quand tu arrives dans des gros événements. Nous, on envoie des joueurs à Vegas. Souvent, la première fois qu'ils y vont, ils sont comme wow! 350 tables, des milliers de joueurs, ils se laissent un peu Intimidé, là. intimidés par tout ça. Donc, tandis que quand ils ont déjà eu l'expérience, ils arrivent la deuxième fois, déjà, au moins, ils savent à quoi s'attendre, ils Ouais, sont plus ouais. confortables. Donc, c'est un peu la même chose au niveau individuel quand on jouait des tournois ici. Et que tu arrives dans des gros tournois, tu te déplaces une fin de semaine de temps. La première fois, wow, tu peux te laisser déranger par plein de choses hors du tournoi en tant que Fait tel. que Donc, il y a une game mentale là, aussi ah là-dedans, oui, là, comme dans n'importe énormément. quoi, ouais, c'est ça, Ouais. effectivement. Il y a un gros aspect de préparation puis de mental pendant les tournois. Ça, c'est sûr. C'est quoi ton style de jeu préféré, ton format de jeu préféré, justement le 8-ball, 9-ball? Ben, c'est ça. Moi, c'est beaucoup les jeux qu'on appelle de rotation, là, comme le jeu du 9, le jeu du 10. Donc, le jeu de rotation, c'est que dans le fond, il faut les rentrer dans l'ordre numérique. Donc, OK, ouais, tu ouais. rentres la 1, après ça, tu rentres la 2. Donc, OK. le jeu t'impose la balle suivante. Ça, c'est pas mal les jeux que j'ai joués le plus dans ma vie. Mais depuis que justement je m'occupe de la Ligue de billard, on a réintroduit beaucoup le jeu du 8 qui était un peu perdu au Québec. Il y avait quelques compétitions par année, mais très, très peu. Mais là, dans la Ligue, de plus en plus, le jeu du 8 est de plus en plus de retour et les joueurs apprennent à le découvrir. Puis moi-même, ça m'a permis de redécouvrir ce jeu-là que je connaissais un peu moins. J'aimais un peu moins parce que je jouais plus au 9. Mais là, je vois vraiment la beauté du jeu puis le fait que quand on pratique les deux aussi, ça nous permet d'améliorer notre game aussi parce que là, ça pratique des éléments différents, des stratégies différentes, OK, ouais, des ouais, coups un ouais, peu ouais. différents. Ouais. Là. Au 8, c'est beaucoup des paquets, il faut que tu trouves la façon d'ouvrir le jeu en même temps que tu fais ta boule, ce genre de choses-là. Tandis qu'au 9, c'est souvent que si tu n'as pas la bonne position, ben là, tu as deux options. Soit tu fais la balle ou soit tu joues défensif. Je simplifie au maximum, mais Ah, j'adore ça. c'est beaucoup la distinction entre les Fait deux. que les stratégies sont différentes, puis bon, Ah ouais, carré. complètement, ouais, c'est ça. OK, Tu vas OK. vouloir bloquer des poches au 8 pour contrôler le jeu. Fait que là, justement, sachant que c'est peut-être pas. Tu sais, naturellement, il y a des gens qui sont professionnels, il y a des gens qui en font carrière. Mais bon, ça prend tu sais, de la discipline, ça prend des années. Euh, Toi, tu as réussi quand même à faire carrière dans ce domaine que tu adores. Puis, fait que j'aimerais savoir un petit peu comment tout ça est arrivé un petit peu là. Ben moi, déjà au départ, quand je suis monté semi-pro, c'était pas mal l'objectif que j'avais parce que j'avais pas vraiment. Oui, j'aimerais ça atteindre le calibre professionnel, ça serait clair, c'est clair, mais je voyais que ça allait être difficile justement d'en vivre. C'est pas comme au golf ou dans d'autres disciplines où est-ce que tu peux aspirer à arriver dans une ligue où est-ce que là, par la suite, tu vas bien vivre. Ouais. Au billard, malheureusement, c'est des tournois un peu dispersés. Donc, c'est difficile. Il y a il faut que tu vraiment fasses partie vraiment de l'élite mondiale pour pouvoir te dire, OK, je vais avoir des commanditaires, je vais bien en OK, vivre. ouais, ouais, ouais. Donc, moi, j'ai jamais eu vraiment l'objectif. Moi, le billard, ça a toujours été comme un loisir. Puis, j'aimais me dépasser là-dedans, bien jouer. Mais c'était pas l'objectif de genre remporter des bourses. Fait que, j'ai jamais eu cet objectif-là à titre de joueur. Par contre, moi, je jouais déjà dans la Ligue CPA, donc, qui est la Canadian Pool Player Association. Ouais, c'est ça. Ah, OK. C'était une de mes questions, justement. C'est c'est quoi ça, ça, la la CPA? OK. Canadian Pool Player Association, qui était OK. déjà présente ici dans la région de Montréal. OK. J'ai joué justement pendant le temps que je travaillais dans une salle de billard. On avait amené la Ligue là, donc je m'en occupais aussi un petit peu sur place. Puis, j'adorais le format, j'adorais jouer avec mes amis dans cette ligue-là et tout ça. Puis je voulais développer dans la région, qu'on ait plus d'endroits qui puissent jouer. Mais malheureusement, la personne qui était en charge, elle était plus basée sur la rive nord. Donc, c'était plus difficile pour cette personne-là OK. de venir sur la Montérégie. Donc, c'est ce qui m'a
un peu incité à un moment donné, je vais faire un appel, voir comment ça fonctionne, si moi-même je veux m'en occuper, tout simplement. Fait que c'est toi qui as été de l'avant là-dedans. Là. Ouais, non, c'est ça. Ah, wow, J'ai fait un appel à la CPA pour voir, OK, est-ce que si moi je veux me mettre à avoir d'autres ligues, à m'en occuper, comment ça fonctionne. Puis là, donc, je suis passé dans le processus. En fait, c'est un système de franchise, grosso modo. Donc, toi, tu acquiers un secteur, tu deviens en charge de ce secteur-là, puis là, c'est à toi à ce moment-là de développer le billard dans la région. Donc, puis là, toute la Montérégie était pas mal vacante. Donc, ils m'ont attribué le secteur. Moi, je suis parti de zéro. Enfin, il n'y avait aucun joueur à ce moment-là dans mon territoire. Puis, graduellement, là, donc, on a fait connaître la Ligue et c'est comme ça que ça a fonctionné. Ça a débuté, en fait. Ça fait combien de temps de ça? Ça va faire 10 ans Okay. en janvier prochain là, que la Ligue CPA Montérégie a débuté. Donc, on est parti, c'est ça, comme je disais, on n'avait aucun joueur. Tranquillement, j'ai pu rencontrer des propriétaires de salles, comme à Châteauguay, ça a été un des premiers endroits. Ici même, au Dolé Saint-Hyacinthe, avec Elvis Joubert, ça a été un des premiers aussi qui a embarqué dans l'aventure avec moi. Puis on a graduellement là, fait progresser. Là, présentement, là, on est rendu, tout autour de Montréal, on est rendu environ 1200 joueurs. Donc, on est parti de zéro. Fait que non, c'est ça, ça a été une belle progression. C'est sûr qu'on a été retardé, évidemment, par toute l'histoire de la pandémie. Oui, mais comme tout le reste, d'ailleurs. Ouais. Ouais. OK, wow, super. C'est quoi tes responsabilités au quotidien en tant que directeur de la Ligue? C'est un des éléments que j'aime dans le travail que j'ai, c'est que c'est très varié, en fait. C'est sûr qu'on a beaucoup de tâches administratives, là, veux pas. Les résultats, les statistiques, ce genre de choses-là. Évidemment, administrer la Ligue. Mais d'une journée à l'autre, une journée, je peux aller rencontrer les propriétaires de salles. Comme là, la semaine dernière, on avait un tournoi au Connecticut. J'allais sur place donner un coup de main aux organisateurs. Donc, il y a plein de... Ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. C'est l'élément que j'aime. Évidemment, j'ai beaucoup de travail à faire au bureau, à la maison et tout ça. Mais ça me permet aussi de me promener et de rencontrer plein de gens, faire plein de choses différentes. Là, quand tu vas, par exemple, au Connecticut, comme tu viens de mentionner, là, pour aider, là, c'est parce que là, il y avait un tournoi. Puis toi, dans le fond, étant le directeur, c'est toi qui mets sur pied ce tournoi-là? C'est ça, c'est que dans le fond, nous, ça, c'est une des forces de la CPA, c'est qu'on est un réseau. Okay? Donc, il y a plus de 350 opérateurs comme moi à travers l'Amérique du Nord. On a au Japon, on a en Malaisie, à différents endroits. Ce qui fait que quand il y a des événements comme au Connecticut, là, c'est les opérateurs de la région qui se disent « OK, moi, j'aimerais ça offrir un gros tournoi à mes joueurs dans la région. Y a-t-il des opérateurs autour qui aimeraient amener leurs joueurs eux aussi? » Ils lancent une invitation. Ils lancent une invitation. Fait que là, nous, chacun de notre côté, on dit OK, on va amener, moi, je peux amener tel nombre d'équipes. Là, on fait un gros tournoi, sauf que eux, évidemment, une fois le tournoi, là, les opérateurs, eux, s'engagent à venir donner un coup de main, faire du bénévolat pour que l'événement ait lieu. Donc, chacun des opérateurs qui envoient des joueurs doivent donner un coup de main sur place. Même chose, moi, de mon côté, j'organise un événement à chaque année au Centre Sheraton, au Centre-Ville de Montréal. Parce que c'est exactement la même logique. On amène 900 joueurs d'un peu partout, Canada, États-Unis, qui viennent jouer. Et là, les opérateurs, eux, qui envoient des joueurs, doivent également venir donner un coup de main, évidemment. Puis c'est ça la force, parce que ça me permet d'arriver et de dire, OK, moi, quand mon tournoi commence, j'ai 25 personnes comme moi qui ont la même formation que moi, qui gèrent des ligues au quotidien, qui me donnent un coup de main. Donc, ça va bien. Là. Je sais que là, un coup que c'est parti, moi, ce que je dis tout le temps, à chaque fois quand je fais mon tournoi, c'est le stress, c'est que le tournoi commence, c'est que les tables arrivent à temps, qu'on les installe, que tous les setups soient prêts, qu'il n'y ait pas de problème avec l'hôtel. Un coup que c'est démarré, ça va rouler, là, parce que on sait tous comment ça fonctionne, gérer une ligue, gérer un tournoi. Là, on fait ça à temps plein, on est tous des professionnels, donc ça, c'est pas le côté stressant. Ah, c'est vraiment cool, par exemple. Là, c'est comment que vous, dans le fond, pour avoir les joueurs, c'est un appel au niveau des membres ou non, vous choisissez des joueurs ou comment ça... En fait, c'est que dans la CPA, le principe même, c'est les joueurs doivent, pour accéder à un niveau supérieur ou à des tournois de niveau supérieur, doivent se qualifier. Donc, nous, entre autres, comment ça fonctionne, l'année est subdivisée en 3 saisons, dans le fond, dans l'année. Puis à la fin de chacune des 3 saisons, tu as l'opportunité de te classer pour la grande finale pour essayer d'aller à Las Vegas. Nous, c'est comme notre gros prix, c'est d'envoyer des équipes à Las Vegas à la fin de l'année. Puis en même temps, chacune des 3 saisons a comme son petit plus qu'on offre. Donc, comme là, l'été, les équipes vont pouvoir se classer pour aller à un autre tournoi un peu du même genre qu'au Connecticut, mais qui se fait à Niagara Falls. Là, à l'automne, il va y avoir des équipes qui vont pouvoir se classer pour Connecticut. Donc, chacune des saisons, on leur offre également l'opportunité d'aller faire d'autres tournois régionaux. Donc, les équipes doivent gagner un tournoi au niveau local. Là, le gagnant,
gagne son droit de représenter la région dans ce tournoi-là, qu'on appelle les tournois régionaux. OK, OK. Ah, c'est vraiment cool la façon que ça Ouais. fonctionne. Ouais. OK. Comment est-ce que tu décrirais l'évolution de la Ligue depuis ton arrivée dans le fond? Parce que il n'y en avait juste pas avant, c'est ça? Exactement. Ben, il y en avait une qui Mais c'était. était moins connue, était plus basée sur la rive nord. Donc, je suis très content de la progression. Les joueurs adorent la formule, ils ont embarqué. Un des gros questionnements que j'ai eu, évidemment, c'est quand il y a eu la pandémie, après une absence d'une année complète, comment les gens allaient réagir. Est-ce qu'ils allaient avoir une crainte de revenir, tout ça? Est-ce qu'on allait perdre beaucoup de joueurs? Puis ça a été une réponse incroyable. Les joueurs, dès qu'on a pu revenir, même si à l'époque, il fallait jouer avec des masques, tout ça, les gens sont revenus, ils avaient hâte de voir. Parce que c'est ça la force un peu aussi de la Ligue, c'est que oui, on joue billard, mais souvent ce que je dis, c'est que c'est quasiment un prétexte de billard. C'est plus un regroupement social. Tu viens, tu formes une équipe avec tes amis, ta famille. Tu te donnes une raison de te rencontrer à chaque semaine. On joue au billard, on s'amuse. Mais les gens avaient hâte de se revoir. Aspect social. C'est ça qui est la force, je dirais, de l'aspect Ligue. Puis les gens sont revenus. Donc, ça j'étais très, très heureux de ça. Puis la Ligue, on est rendu une des plus grandes ligues au Canada. Donc, non, ça progresse très bien. Très, très heureux. Je pense que le Québec, on est chanceux. On a énormément. Dans le fond, pour que les ligues comme celle-là fonctionnent bien, il faut deux choses. Dans le fond, il faut des tables de billard, il faut des gens qui aiment le billard. Puis nous, on est chanceux, on a des très, 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 très belles salles de billard, comme ici, à Saint-Hyacinthe, de l'île Saint-Hyacinthe. Donc, on est choyé de ce côté-là. Tu sais, je peux le comparer avec, tu sais, je voyage beaucoup avec mon travail, justement, je vois les régions aux États-Unis, tout ça. Oui, eux autres, ont des tables de billard, mais wow, nous autres, on est vraiment chanceux, la qualité des endroits qu'on a. Donc, c'est facile par la suite. C'est pas toujours aussi beau, là. Non, c'est ça. Souvent, c'est une salle, ils mettent des tables là-dedans, puis là, tu as quasiment peur de rentrer, tu sais pas trop quoi faire. Parce qu'ici, c'est accueillant, c'est pas gênant d'inviter des gens ici. Non, là, non, au contraire. Donc, c'est ça. Les gens, par la suite, ils développent l'habitude de venir, de jouer leurs matchs de ligue, de revoir leurs amis. Puis, c'est quoi qui te passionne le plus au niveau de ce que tu fais présentement avec la Ligue? Ben, entre autres, c'est ça, c'est de voir toutes les. Justement, j'y pensais dernièrement. Wow, la quantité de gens qui se sont rencontrés par l'intermédiaire de la Ligue, les couples qui se sont formés, ce genre de choses-là. Les voir aussi quand on envoie une équipe à Las Vegas, l'expérience qu'ils ont ensemble, qu'ils n'auraient jamais vécu. C'est quand tu vas payer un voyage à 8 personnes à aller à Las Vegas pour aller voyager pour jouer un tournoi, ça se fait jamais. Tandis que là, on leur donne cette opportunité-là. De pouvoir vivre ça tout ensemble. Fait que, quand je les croise à Vegas, tout ça, ce genre de choses-là, c'est sûr que c'est là qui est comme la satisfaction d'organiser des ligues, c'est de voir ça, toutes les amitiés, tout ça qui se sont créées grâce à cette opportunité-là. C'est Il y a, écoute, sérieux, c'est génial. Là. Juste à y penser, c'est comme moi, ça serait intéressant. Il y a combien de. Là, tu parles d'équipes, tout ça. Il y a combien d'équipes en Montérégie? Montérégie, c'est environ une centaine d'équipes. Et là, tu disais 1200 joueurs, à peu près? En tout cas, quand on compte Montérégie et Rive-Nord, qui sont comme les deux territoires là, que je couvre. Donc, c'est ça, à peu près ça, là, environ une centaine, 120 d'équipes, quand même. Hein? Fait que ça fait. Puis là, ben, dépendamment des tournois, je veux dire, parce que là, les équipes participent tous à des tournois sur différents niveaux. Oui, ben en fait, comment ça fonctionne, grosso modo, c'est, exemple, ici, on a la division, exemple, ici, ça joue le lundi, mettons, au jeu du 8 et du 9. À la fin de la saison, il y a un classement, évidemment. Là, à la fin, en fonction du classement, là, ça détermine qui joue contre qui en séries éliminatoires localement. Puis là, les équipes qui gagnent leur match de séries éliminatoires passent à l'étape qu'on appelle l'inter-division. Donc là, ils rencontrent toutes les équipes de la Montérégie dans un mini-tournoi. Puis là, les gagnants de ce mini-tournoi-là se classent pour la grande finale pour aller à Vegas. Donc, c'est des mini-tournois locaux qui, après ça, donnent... On fait comme un grand tournoi régional, championnat de la Ligue qu'on appelle pour ensuite aller à Las Vegas. Puis il y a la même chose aussi pour chacun des tournois que je disais, pour envoyer une équipe, mettons, à Niagara Falls, ben là, on fait un tournoi régional pour déterminer quelle équipe va nous représenter à Niagara Falls, qui va nous représenter au Connecticut. Il y a comme d'autres tournois. Donc, tout part par... Tu joues chaque semaine, localement. Là, tu réussis à te rendre en série dans ta division.
Là, dans ta division, si ton équipe gagne son match de série, ben là, comme il sort du niveau de la salle pour jouer au niveau plus régional. Un tournoi. OK. Puis, c'est ça. OK. OK. Donc, fait que là, tu disais, il y a 3, pendant une saison typique. Il y a 3 saisons, Il y a comme 3 3. sessions. Ouais, c'est ça, 3, OK. Fait que typiquement, du moment où, si moi, exemple, demain, je m'inscris au niveau de la Ligue, typiquement, je peux m'attendre à quoi, exemple, pour la saison? Là, pour, C'est comme là, justement, le timing serait bon parce que là, on démarre une nouvelle saison dans 2 semaines. Génial. Ouais, c'est ça. Fait que donc, typiquement, chaque session dure grosso modo 4 mois. 4 mois, donc là, mettons, une équipe décide, OK, au début de la saison, OK, moi, j'inscris mon équipe. Voici les joueurs de mon équipe. Puis on joue, comme là, mettons, de août à décembre, disons. Là, c'est la saison. Puis là, comme je disais, à la fin de la saison, il y a les séries et tout ça. Si mon équipe décide de continuer ou est classée pour une étape supplémentaire, ben là, on va rester au printemps, mettons, pour jouer parce que c'est au printemps qu'il y a tous les championnats pour Vegas et tout ça. OK. Mais donc, l'équipe, à chacune des 3 saisons, décide, OK, est-ce qu'on réinscrit notre équipe? C'est qui les membres de l'équipe? Il y a toujours des changements de joueurs dans les différentes équipes. C'est beaucoup une base. Ça, c'est une autre des forces de la Ligue. C'est beaucoup la structure équipe où est-ce que tu as un capitaine, puis qui lui gère, qui s'assure que tout le monde vient chaque semaine, qu'on va pouvoir présenter nos joueurs. Parce qu'on a besoin d'un minimum de 5 joueurs sur les 8 qui viennent chaque semaine. Puis, donc grosso modo, c'est ça. C'est beaucoup avec le capitaine avec lequel lui décide de réinscrire l'équipe. Tu as des équipes qui fonctionnent différemment. Il y en a qui c'est beaucoup par consensus, ils font des petits caucus pour déterminer. Il y en a qui laissent toute la responsabilité au capitaine de prendre les décisions. Mais ultimement, c'est ça, c'est le capitaine en théorie qui a le dernier. Qui a le dernier mot là-dessus. OK, cool. Est-ce qu'il y a des valeurs, tu sais, en tant que directeur, est-ce qu'il y a des valeurs que tu souhaites transmettre au travers justement de la Ligue? Ben, moi, c'est évidemment le fair play, le respect des autres joueurs, le plaisir du jeu. J'essaie de faire connaître le jeu et de démontrer que, dans le fond, une autre des grandes forces de la CPA, c'est que tous les joueurs de tous les calibres sont aussi importants dans l'équipe. Donc, c'est beaucoup de démontrer ça aussi au fil du temps. C'est vraiment un travail d'équipe. Exactement. Puis tu as beau être le joueur qui vient à peine de commencer, qui sait à peine tenir une baguette, autant que le joueur avancé qui lui va être le coach de l'équipe. Les 2 joueurs sont aussi importants. Le nombre de fois que j'ai vu le championnat pour Vegas se décider sur un match entre les 2 joueurs les plus débutants des 2 équipes, ça arrive quasiment chaque année. Puis là, c'est vraiment stressant à voir aller. Mais c'est cool à savoir, par exemple. Toute l'équipe est derrière le joueur. Puis oui, c'est ça. C'est parce que la structure aussi de la Ligue fait en sorte que tu es obligé de présenter une équipe équilibrée. Tu ne peux pas juste avoir une équipe extrêmement forte. Non, c'est ça. Il faut que tu aies un peu tous les calibres. Donc, veux pas, dans toutes les équipes, tu as l'éventail de joueurs qui viennent juste de commencer. Tu as des joueurs qui ont plus d'expérience un peu, tu as des joueurs un peu plus avancés. Donc, c'est un autre élément qui est cool de voir. Tu as toute l'équipe autour du joueur, puis là, on ne sait pas ce qui va arriver parce que là, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ça va faire des soirées assez excitantes, assez cool, pareil. Est-ce qu'il y a un profil typique de joueur ou est-ce que. Non, comme je dis à chaque fois, est-ce que tu aimes le billard? Oui, merci. Donc, ça va être, c'est juste ça qu'on a besoin. Puis c'est ça, c'est l'autre affaire aussi. Les joueurs, ils disent tout le temps, je ne suis pas assez bon pour jouer dans une ligue. S'ils savaient que, mettons, si je le présente ici d'un lundi soir, puis je dis, OK, j'ai un débutant, il n'a jamais joué au billard. Là, tous les capitaines seraient comme ça. Je veux l'avoir dans mon équipe, parce que toutes les équipes ont besoin de débutants. Je comprends. Pour que leur joueur le plus avancé puisse jouer avec la formule, il faut que tu aies des débutants. Puis, ces joueurs-là, veulent pas, ils vont finir par s'améliorer. Ils ont droit à des conseils, ils ont droit, il y a des tables aussi pour pratiquer, ils peuvent pratiquer avec des joueurs plus d'expérience, ils vont en finir à apprendre le jeu. Enfin, vraiment, la seule et unique chose, c'est est-ce que tu es prêt à t'engager auprès d'une équipe pour, mettons, 16 semaines de jeu, réussir à être là régulièrement? Ça, c'est l'élément évidemment important. L'équipe va compter sur toi. Puis l'autre aspect, c'est évidemment, aimes-tu le billard? Puis à partir de là, c'est pour ça qu'on a des joueurs, qu'on a des profils tellement variés, des gens dans différents types d'emplois, whatever. On a un peu de tout dans la Ligue parce que dans le fond, c'est tout ce qui regroupe ces gens-là. Hommes, femmes. Ah oui. Ça, c'est un autre élément aussi, c'est qu'on est de loin la Ligue qui a le plus de femmes. On a jusqu'à 30-35% de représentativité de femmes, ce qui est très élevé pour une Ligue de billard. Super cool. Donc ça aussi, c'est une des grandes fiertés de la Ligue, c'est qu'on s'adresse vraiment à tout le monde et que
justement, les femmes sont confortables dans les ligues. On a des beaux endroits Ouais, et tout c'est ça. important. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est un des éléments aussi qui est important. Là, moi, quand j'ai démarré, justement, ça a été un des premiers formats que j'ai voulu avoir. On a une ligue, justement, féminine qui OK. s'adresse juste pour les femmes. Donc, ça, c'est un des premiers éléments que j'ai voulu démarrer parce que je savais l'importance d'avoir les femmes, d'encourager le billard féminin dès le départ. Ça allait fonctionner aussi. C'est exactement. On a vu tout de suite qu'il y avait Wow. une demande de ce côté-là. Super. Puis au niveau de l'âge, c'est-tu aussi. Ça varie beaucoup. Notre moyenne, c'est sûr que la moyenne est un peu. Il va falloir travailler là-dessus au fil des prochaines années, essayer d'amener les plus jeunes à embarquer dans la ligue. Notre moyenne est quand même assez élevée quand on dit autour de 57 ans. OK. C'est pas que les joueurs sont vieux, mais c'est juste Non, non, non. la moyenne. Idéalement, on aimerait travailler pour la faire descendre un petit peu pour s'assurer qu'il y a une relève dans Ouais, le billard. ouais, Parce que ouais, ouais. les gens qui sont là, souvent, c'est des joueurs qui jouent depuis 10, 15 ans, qui sont là depuis le tout début que moi j'ai commencé. Veux pas, c'est aussi dans la logique des choses parce que souvent, les joueurs qui ont le temps de jouer dans la ligue, c'est ceux dont les enfants peut-être sont plus grands, ils ont quitté la Ouais, maison, ils ouais. ont plus de temps, ils cherchent un loisir, tout ça. Ceux qui sont vraiment dans la période où est-ce que là, les enfants sont jeunes, c'est sûr que c'est plus compliqué Ouais. de s'impliquer dans une autre activité, dont le billard. Donc, ça se comprend parfaitement. Mais c'est sûr que, entre autres avec les médias sociaux, tout ça, on essaie de rejoindre un peu plus, le plus possible les jeunes. Ça va être un des enjeux qui va continuer à être, ça c'est clair, sur lequel il faut travailler. Est-ce que là, tu parlais tantôt que dans les équipes, il y a toujours un capitaine. Mhm. Est-ce qu'il y a, pour toi aussi, ayant été un joueur, est-ce qu'il y a des qualités recherchées chez un capitaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que. Oui, c'est que souvent, on se retourne souvent vers le meilleur joueur de l'équipe comme étant capitaine. Ça ne veut pas dire que le meilleur joueur de l'équipe va être celui qui va être le meilleur capitaine, dans le sens que ça demande plus des aspects humains. Veut pas, les capitaines doivent gérer, c'est ça, les différents joueurs. Qu'est-ce que Les chacun. relations humaines? Ouais, exactement. Les préférences des joueurs, Ouais, certains ouais, joueurs qui préfèrent jouer plus tôt dans la soirée, plus OK, tard, ouais, contre ouais, ouais. certains joueurs. Tu vois, c'est des choses que je n'avais même pas pensé, mais ouais, Tu sais, j'avoue. aussi, quand arrive le moment de donner des conseils, ben là, c'est de connaître un peu les limites de chacun, leur donner des conseils à l'intérieur de leur capacité, ce genre de choses-là. Mais au niveau du capitaine en tant que tel, c'est beaucoup être organisé, être prêt à donner beaucoup de temps. Fait qu'on les apprécie beaucoup, nos capitaines, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile. Souvent, c'est les premiers arrivés, les derniers à partir, parce que là, ils veulent s'assurer que tout est correct, tout est rempli correctement. Donc, c'est pas pour rien, entre autres, qu'on a une nouvelle. On a un nouvel événement depuis quelques années à Las Vegas qui s'adresse strictement à nos capitaines parce qu'on OK, voulait justement les wow, remercier pour OK. tout le temps qu'ils mettent leur travail. J'imagine au niveau, tu sais, tu parlais tantôt au niveau de tes tâches quotidiennes, ça, au niveau des statistiques et tout. Ça, c'est les capitaines qui. Comment ça fonctionne au niveau, exemple, là, je suis dans une équipe, puis Mhm. bon, on joue chacun nos games. Puis là, ben, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il garde les stats de tout ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu as toujours le joueur qui joue son match. Pendant ce temps-là, tu as un joueur de chaque équipe qui tient le pointage. Auparavant, on était sur des bonnes vieilles feuilles de papier. Maintenant, on est rendu avec une application dans les téléphones. OK? Donc, puis là, chacun des joueurs rentre tous les nombres de balles qui est empoché, les nombres de présence à la table. Tout ça. Nous, on a une équation justement qui s'appelle l'equalizer, qui fait en sorte que suite aux statistiques qui sont prises, là, on établit, OK, toi aujourd'hui, nos joueurs, entre autres, sont classés de 1 étant les joueurs les plus débutants, 9 les plus avancés. OK? Donc, chacun des matchs que les joueurs jouent, avec les statistiques, on dit, OK, ben là, aujourd'hui, tu as joué comme l'équivalent d'un 3. Ta OK? performance représente celle d'un 3. Là, aujourd'hui, tu as joué comme un 4. Donc, puis là, d'une semaine à l'autre, ben là, on établit c'est quoi ta moyenne de performance. Puis c'est ça qui établit c'est quoi ta cote. En fonction de ta cote, OK, OK, OK. ça dit ça va être quoi ton match que tu vas avoir à jouer. Donc, quand on joue, exemple, au jeu du 9, ben là, chaque boule que tu rentres te donne un point, puis on te donne une course à faire. Donc, si, mettons, toi, tu es un 3, exemple, ben, tu as 25 points, 25 boules à empocher pour gagner ton match. Si tu joues contre un joueur qui est 9, qui est le plus fort, lui, il en a 75. OK, OK. Donc, pour lui, Fait que ça vient. ça équilibre Ouais, je comprends. pour lui, c'est aussi dur de se rendre à 75 que toi, Que moi, me rendre à 35. ou à 25, Ou à whatever. Donc, 25, ouais. c'est ça qui fait que tous les joueurs peuvent jouer un contre l'autre parce que là, le niveau de difficulté s'égalise en fonction du calibre du joueur. Ouais. Donc, à chaque semaine, l'equalizer recalcule le calibre de tout le monde. OK. C'est sûr qu'au départ, un nouveau joueur qui arrive, ça peut bouger beaucoup parce que là, on a une moyenne basée sur presque pas de matchs. Mais là, on dit tout le temps, au bout d'une dizaine de matchs, ben là, on a une meilleure idée là, réellement OK. du calibre d'un joueur.
Mais c'est sûr que ça peut toujours varier aussi au fil du temps. Un joueur qui s'améliore, donc sa cote va monter, tout ça. Donc c'est pour ça que nous, avec l'application, c'est rendu de plus en plus simple. Peu importe le joueur dans l'équipe peut, OK, moi, je vais m'occuper du match sur cette table-là, l'autre va aller s'occuper sur l'autre table là-bas. Puis on est tous comme sur le même, c'est connecté au niveau du nuage. Donc là, à ce moment-là, un coup que tout est terminé, les statistiques sont envoyées. Moi, je les reçois à ce moment-là. Là, je peux les traiter. Ah, wow, OK. Fait que c'est vraiment bien fait. La technologie aide beaucoup là-dedans. Oui, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Avoir l'application mobile est venu faciliter de beaucoup. Là, puis ça rend aussi l'expérience de ligue beaucoup plus simple parce qu'avant, au niveau papier, il y avait beaucoup de choses quand même à connaître. Les subtilités, c'est comment j'écris ça. Là. Parce que dans l'application, c'est quand même assez intuitif. Une fois que tu l'as vu, une fois ou deux, tu peux y aller. N'importe qui peut remplir ça. Oui, c'est ça, exactement. Parce que veux pas aussi, ça, c'est un des éléments où les joueurs, quand ils viennent jouer dans la ligue, ce qu'ils veulent, c'est jouer au billard. Puis ils jasent avec Ils veulent pas nécessairement remplir des stats. C'est ça, exactement. Fait, vu que c'est sur le téléphone, tu peux continuer à jaser et t'en occuper. Ça, c'est quand même pas trop lourd comme tâche. Mais c'est sûr que c'est si on peut dire, un mal nécessaire. On a besoin d'avoir les stats pour pouvoir évaluer les joueurs. Oui, puis je comprends un peu mieux là, maintenant au niveau justement de l'égalisateur que tu disais. Là, c'est ça. Ça a vraiment un beau côté logique là, dans tout ça pour. Ouais, c'est ce qui fait comme que toutes les équipes, puis tout le monde est évalué de la même façon. On a le même système partout à travers tout le réseau, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait aussi que quand on envoie une équipe du Québec, il va à Las Vegas, il est capable d'affronter une équipe qui arrive d'Illinois, whatever, parce que les autres aussi, ils fonctionnent exactement les mêmes codes, le même système. Ouais. C'est une des grandes forces de ça. Vraiment cool. C'est quoi les plus grands défis auxquels tu fais face en tant que directeur? Comme je le disais tantôt, c'est beaucoup le vieillissement de la population. On ne veut pas renouveler l'intérêt auprès des jeunes. Les jeunes statistiquement sortent un petit peu moins que les générations auparavant. Donc, c'est de les amener à rencontrer, c'est ça, à venir rencontrer des gens en vrai, en réel. Ça, c'est un des éléments. On a passé à travers, évidemment, comme je disais tantôt, un des gros éléments qui était la pandémie. Ça, je suis très heureux d'avoir réussi à traverser ça. Ça a eu son lot de défis. Là. Mais sinon, c'est beaucoup ça. C'est de continuer à développer des nouvelles salles, des nouveaux marchés, tout ça, pour faire connaître. Puis nous, ça, moi, comme je disais tantôt, j'essaie toujours d'avoir la ligue que j'aurais aimé avoir quand moi je jouais dedans. T'sais. Fait que j'essaie toujours d'avoir des idées. Ça, c'est un autre élément aussi avec le réseau qu'on a. Là, on peut prendre des idées de d'autres opérateurs. OK, ils ont fait telle chose. Ah, ça, c'est une bonne idée. Les joueurs ont aimé ça. OK, je vais essayer ça de mon côté aussi. C'est sûr que chacun des marchés est un peu différent. Nous, on est au Québec. C'est sûr c'est différent de certains endroits aux États-Unis, whatever, mais on n'est pas obligé de tout le temps réinventer la roue. Parce qu'on on a la force du réseau pour tester plein d'idées. OK. Puis, est-ce que ça arrive parfois qu'il y a des situations de conflit entre les équipes? Ça, c'est sûr. Comment tu gères ça? On est chanceux, c'est pas fréquent. J'ai pas eu beaucoup de problèmes graves. Moi, de la manière que je gère ça avec les équipes, tout d'abord, c'est toujours de leur rappeler, on est des adultes, on va essayer de gérer ça en adulte, de un. De deux, c'est des joueurs avec qui tu vas recôtoyer la semaine prochaine. Essaye de penser à cet élément-là. Des fois, il y a des situations, ça part toujours très souvent par des détails ou de l'incompréhension de la situation par un ou l'autre. Et puis là, la communication se fait mal, puis là, ça explose. Donc, on essaie de communiquer avec les deux capitaines, essayer de gérer ça, que puissent eux gérer ça entre eux le plus possible. C'est sûr, c'est arrivé malheureusement que j'ai dû suspendre des joueurs des fois quand il y a eu des situations un peu plus graves ou parfois même de dire à des joueurs peut-être que la Ligue, c'est pas fait pour toi parce que il nuisait plus à l'ensemble du groupe que d'autres choses. Okay. Ce genre de choses-là, malheureusement, ça fait partie de mon travail, mais je dirais que c'est comme pas si fréquent que ça. Donc, c'est sûr que c'est la gestion des personnalités. Donc, des fois, tu peux arriver, il va y avoir certains capitaines qui sont moins. Moyen de négocier. C'est ça, ou qui aiment plus ou moins jouer certains capitaines. Mais grosso modo, je pense que encore une fois, quand on compare avec d'autres régions au Québec, ici à date, on a vraiment un beau groupe. Quand je pense ici à Saint-Hyacinthe, le monde a vraiment des belles équipes qui s'entendent bien en général. Donc, on est assez contents.
Fait que quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose, dans le fond, les gens vont aller vers toi. Ouais, Puis, donc c'est ça. Moi, je suis comme le médiateur, dans le fond, ouais, entre OK. entre les deux Ça fait capitaines. partie de tes fonctions. Là. Ouais, ben oui, non, c'est sûr de maintenir l'ordre, si on peut dire. Ouais, OK. Donc, moi, j'ai la capacité, comme je disais, de soit de suspendre temporairement un joueur ou ça m'est jamais arrivé de dire qu'une équipe au complet doive quitter, mais ça pourrait à la limite, là, mais on n'a jamais eu de problématique de ce côté-là. Mais c'est sûr que tout ce qui est intimidation, violence verbale, Ouais, ouais, c'est ouais, sûr que ouais, c'est ouais. inacceptable dans la Ligue. Ça, c'est clair. Là, on ne peut pas Là, accepter pour ça. avoir du plaisir. Là. Ben oui, non, c'est ça, évidemment. Non. On veut que les gens aient justement, quand ils viennent à la Ligue, soient là, ils n'aient pas à penser à ce genre de choses-là. Ils sont là juste pour s'amuser. OK, super. Est-ce que tu crois que le billard, en général, comme sport, est-ce que tu crois qu'il reçoit la reconnaissance que ça Qui mérite? méritent, ouais. Malheureusement, pas tant que ça. Je me rappelle à l'époque, on voyait du billard un peu à la télé, ESPN, tout ça, il y avait du billard féminin, on pouvait voir plus régulièrement. Malheureusement, ça a toujours été, on aurait dit, là pour remplir des cases horaires. Il n'y avait pas vraiment de. C'est triste parce que c'est un très beau jeu à voir, mais c'est peut-être un peu niché pour. Il faudrait trouver une formule que même quelqu'un qui ne connaît pas le billard puisse apprécier le jeu sans que ça ait l'impression qu'il y ait trop de règlements ou que ce soit si compliqué à comprendre. Ouais, Malheureusement, au niveau du billard, c'est ça, à la télé, tout ça, c'est parce que pour que le jeu devienne, atteigne un autre niveau, selon moi, ça passe par la visibilité, donc par la télévision. Présentement, au niveau du streaming, ça explose puisqu'il y a plein d'endroits qui diffusent des matchs. Mais, veut pas, ça s'adresse au pur et dur du jeu, qui déjà cherche ce genre de ouais, je choses-là sur comprends. Internet. C'est pas, ça s'adresse pas au public général. Là. Ça, monsieur, madame, tout le monde, lui, il ne Ouais, trouvera pas le streaming de telle ou telle ouais, 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 ouais. compétition. C'est ça qui est dommage parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement un beau jeu. Mais c'est ça. Et je sais pas exactement. Faudrait réussir à, je sais pas, en faire une télé-réalité ou est-ce que peut-être on mettrait l'accent sur la personnalité des joueurs, mieux connaître. Parce on a des joueurs professionnels ici qui font partie de l'élite mondiale, mais Wow. en dehors des joueurs de billard, on les connaît pas. Fait que, ça serait peut-être, je sais pas, c'est peut-être une façon Ouais, c'est pas d'amener vrai de comme idée. l'intérêt, de commencer par faire De connaître faire connaître les ça. joueurs professionnels. C'est ça. Puis ça atteindrait aussi, peut-être, ça aiderait aussi au niveau, ce que tu mentionnais tantôt, au niveau d'aller chercher des joueurs un peu plus jeunes, puis d'aller chercher des gens Ouais, c'est ça, qui parce sont que justement sur le streaming, puis sur les réseaux. veux Puis, pas, quand le film de Color of Money est sorti avec Tom ouais, Cruise, ouais, ouais, ouais. ça a fait exploser le billard au Canada puis aux États-Unis à l'époque. Les salles de billard se sont mis à apparaître comme des champignons. Mais là, c'est ça, on a eu une phase où est-ce que là, malheureusement, ça a baissé. Là, depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression que ça remonte, l'intérêt, la participation, ça, on peut pas se plaindre. L'histoire, c'est que le nombre de salles, par contre, n'évolue pas, augmente pas. Donc, peut-être que ça serait la prochaine étape qu'il y ait plus de salles de billard qui L'endroit. apparaissent. Mais euh, on est quand même dans une période encourageante parce que le nombre de la participation augmente. Après, j'avoue que surtout que, là, que tu me parlais tantôt, que là, depuis ton début, il y a 10 ans, vous êtes 1200 plus De de joueurs, ouais, joueurs là-dedans. c'est ça qui ont découvert dans bien des cas. Il y en a qui là-dedans qui jouaient déjà au billard, mais il y en a beaucoup aussi qui ont découvert le billard. Donc, c'est une autre de mes fiertés aussi de voir que veux pas, t'en as d'autres aussi qui évoluent, puis là, ils veulent jouer dans d'autres compétitions aussi, peut-être de plus haut niveau, parce que nous, on essaie d'en offrir évidemment de tous les calibres, mais veux pas, il y a des produits pour tout le monde qui sont offerts un peu partout. Donc, puis là, de voir que, ben, tu sais, non, il y a beaucoup de joueurs qui ont qui ont découvert le billard via la Ligue, qui là maintenant sont rendus, ils vont jouer des gros tournois ou des grosses compétitions. Donc, ça aussi, c'est une fierté de voir qu'on a pu amener des nouveaux joueurs OK. au monde de la compétition. Puis, veut pas, ben, ça vient encourager aussi nos salles de billard. Ben oui, Plus ben il y a oui, de ben oui. joueurs qui jouent, Ben oui, donc on veut les maintenir en vie, là, parce que sans salle de billard, on n'est pas là non plus. exact. Je m'allais te demander justement par rapport à ta plus grande fierté. Là, tu me dis ça, c'est une de mes plus grandes fiertés aussi, mais Ouais. c'est quoi ta plus grande fierté en tant que, tu sais, si tu regardes au travers des 10 dernières années là, que tu as mis sur pied la Ligue, Mm. puis que tu as géré ça, tu as monté ça. Ben, c'est de l'avoir amené là où elle est présentement, je pense. Je suis très fier d'avoir pu, comme je disais encore tantôt, c'est la vision que j'avais de qu'est-ce qui était une Ligue CPA, d'avoir pu la concrétiser, de l'amener avec autant de joueurs qui jouent dedans.
d'avoir donné une notoriété aussi à la CPA, Canadian Pool Player Association. OK, au Québec, ouais. Au Québec, au niveau du Québec, parce que quand moi je jouais dedans, à part ceux qui jouaient à l'intérieur de la Ligue, personne n'en entendait jamais parler. OK. On ne savait pas c'était quoi. Mais là, je pense que n'importe quel joueur de billard que tu mentionnes à CPA, maintenant, ils vont avoir au moins une idée, ils vont en avoir entendu parler. On a eu une un beau rayonnement. Puis peut-être, je te dirais aussi le fait d'avoir instauré le tournoi à Montréal, qui est l'invitation Montréal au Sheraton, qui est comme un événement qui est probablement un des plus gros tournois de billard au Canada actuellement. Wow. Donc, Wow. puis ça, c'est une des grandes fiertés de pouvoir dire, OK, oui, on fait venir des joueurs d'un peu partout de l'Ontario, d'un peu partout au Canada, des États-Unis. C'est assez gros qu'on attire du talent partout. Là. Oui, non, c'est ça. Puis, on aide aussi la ville parce que là, pendant une semaine, fin de semaine, tu as 700 joueurs qui arrivent. On a à peu près 50% de joueurs qui sont hors Canada. Okay. Donc, mettons je sais pas, sur 700, mettons 900 joueurs, mettons 400 qui viennent des États-Unis. Donc, ça, c'est des touristes qui viennent, qui découvrent la ville. Ouais, ça, c'est un autre élément qui me faisait triper de voir que tu as des joueurs du Nevada qui arrivent, les autres qui arrivent du désert. Là, ça donne que ce week-end-là, ils ont le droit à tout. Ils ont le droit à la pluie, de la neige. Ça, puis les autres sont comme, wow! Pour eux autres, c'est du nouveau. Puis là, ils découvrent la ville, le Vieux-Montréal, tout ça. Ils vont manger dans des restaurants. Tout ça, veut pas, c'est un plus pour la ville. Puis c'est une grande fierté aussi de ce côté-là de dire, OK, Montréal est capable aussi d'avoir ces grands événements-là. En étant un joueur toi-même de pool, puis directeur de la Ligue, naturellement, est-ce que quelqu'un qui regarde ça présentement et qui dit hey, moi, j'aimerais ça peut-être devenir justement un joueur professionnel? Tu sais, m'en aller là-dedans, là, puis je tripe, j'adore. Puis c'est quoi peut-être un conseil que tu peux donner à cette personne-là? Pour devenir joueur professionnel, c'est sûr que c'est plus difficile dans le sens qu'il faut que tu sois capable de dédier 100% de ton temps, être prêt à voyager. Parce que c'est sûr, être prêt aussi à consacrer du temps pour progresser, atteindre le calibre professionnel. C'est pas facile, je dirais. Il y a très peu de joueurs qui réussissent réellement à en vivre au niveau international. Donc, moi, j'ai toujours vu le billard de compétition plus comme un loisir. Quelqu'un qui veut essayer d'en vivre, ça, c'est une étape supplémentaire. Il faut être prêt à donner beaucoup de temps. Okay. Persévérance. Persévérance. Oh, non, c'est ça. Puis se côtoyer les meilleurs joueurs au Québec. On est chanceux, on a des excellents joueurs au Québec. Peut-être les côtoyer, leur poser des questions, voir ça ressemble à quoi leur mode de vie. Pour voir, OK, est-ce que je suis prêt à faire tous ces sacrifices-là, moi aussi? Puis évidemment, en jouer avec eux. Parce que là, quand c'est en jouant avec des meilleurs que soi qu'on progresse. Mais c'est ça, c'est pas évident. Tu le vois-tu dans 5 à 10 ans, tu le vois-tu toujours dans le billard? Tu le vois-tu toujours en charge de la Ligue? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oh, non, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est maintenant que ça en est devenu ma carrière, dans le fond, je me vois continuer à faire ça jusqu'à ma retraite. J'aime trop mon travail pour changer. Je me vois plus revenir 9 à 5 faire du bureau. Maintenant, c'est une passion pour toi, là, ça se voit. Tu es passionné par ça. Oui, non, c'est ça, exactement. Tu m'aurais demandé il y a 15-20 ans si tu avais une façon de travailler dans le monde du billard. J'aurais jamais cru que c'était possible. Mais là, tant que je peux le faire, c'est sûr, je suis très heureux d'avoir cette opportunité-là. On n'est pas des tonnes au Québec, je dirais même. C'est sûr qu'il y a toutes les salles de billard et tout ça, mais de pouvoir dire que moi, je m'y consacre à temps plein, c'est un luxe. Je suis vraiment content de ça. C'est vraiment génial. Puis c'est une des raisons pourquoi je voulais vraiment t'interviewer, dans le fond, parce que d'avoir une passion, être passionné de quelque chose comme le billard, par exemple, puis justement de réussir comme tu dis, d'être professionnel, c'est très difficile. Par contre, tu as réussi quand même à trouver une façon de vivre de ta passion. Ouais. Puis ça peut être applicable dans différents domaines. Mais je trouve ça vraiment, vraiment génial. Oui, c'est de s'informer, voir c'est quoi Comme là, moi, en m'informant, j'ai découvert il existait la Canadian Pool Player Association, qui est un système de franchise. Donc, puis, je ne veux pas faire de la pub, mais il reste des territoires qui sont pas exploités au Québec. Puis, ce ne sera pas moi qui va me mettre à couvrir le Québec au complet. Là. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés là-dedans, c'est sûr que c'est possible de le faire aussi. Là. Donc, et puis, dans les différents domaines, c'est ça. Mais c'est juste, puis je veux pas, c'est pas parce que je veux m'en aller dans d'autres domaines et tout, mais
c'était juste, je trouve ton histoire vraiment, vraiment cool, vraiment passionnante parce que justement, il y a énormément de gens, je pense, qui sont passionnés par des choses, par on peut dire des hobbies ou peu importe, mais bon, ils ont certaines passions, puis souvent, on ne voit pas toujours la façon de pouvoir en vivre de cette Ouais, passion-là. c'est ça. Parce que c'est plus obscur, c'est moins Ouais, bon. ouais. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial que justement, ben regarde, Ah, c'est cool aussi que tu fasses ces rencontres-là, ces entrevues-là, fait que ça va permettre aux gens peut-être de se poser des questions puis de ouais, c'est trouver. un peu le but de ça, Ah, hein, ben c'est effectivement. excellent, ouais, c'est cool. Écoute, Pascal, c'était extrêmement intéressant. Je te remercie énormément pour ton temps et puis bonne continuité. Puis, écoute, je vais venir faire un tour, peut-être Ouais, jouer ben une ouais, c'est coupe de ça. game de Ouais, poule. ben ouais, viens jouer avec nous, ça va te faire plaisir. Merci beaucoup, Pascal. Plaisir.